nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons à présent de Madagascar. L'Union africaine suspend le pays de ses organes et institutions. Le Conseil paix et sécurité de l'Union africaine a sanctionné ce mercredi 15 octobre le Madagascar de toutes ses instances, condamnant sans équivoque la prise de pouvoir par les armes. Dans un communiqué formel, l'organisation panafricaine a réaffirmé sa doctrine de tolérance zéro envers les changements anticonstitutionnels de gouvernement, appelant donc à un retour à l'ordre constitutionnel et à une transition civile très rapide. En tout cas, c'est la position de l'Union africaine et comme d'habitude, l'organisation africaine suspend tous les pays qui ont commis des changements anticonstitutionnels de gouvernement ou de pouvoir. À Madagascar, le colonel Michael Randrianirina, lui, de son côté, estime ne pas avoir pris le pouvoir. Il dit qu'on lui a donné le pouvoir. Nous en parlons tout à l'heure avec nos invités. Madagascar est suspendu des instances de l'Union africaine. Je commence par vous, Daïmou Bari. Oui, c'est normal. La réaction de l'Union africaine est normale. Elle est tout à fait légale. Et parce que voilà, il y a l'article 30 de l'acte de l'Union africaine qui permet d'exclure, en fait, qui n'autorise pas les pays qui ne sont pas constitutionnels à participer aux instances de l'Union africaine, ainsi que dans toutes les institutions de l'UA. Mais derrière, le pays n'est pas exclu de l'Union africaine. C'est-à-dire que les dirigeants ne peuvent pas participer aux instances, aux réunions. Ils sont exclus des instances, des organes. Voilà, et des organes de l'Union africaine. Mais le pays garde sa place au sein de l'Union africaine, à l'instar de son drapeau et tout. Et donc, lorsque le pays reviendra à l'ordre constitutionnel, les choses reviendront à la normale. C'est cette situation que nous avons connue avec les pays comme le Burkina. Donc ce n'est pas nouveau pour le Madagascar. La même chose est arrivée au Burkina après le coup d'État. Le Mali, le Niger, la Guinée, ainsi de suite. Donc c'est une situation légale. Mais derrière, quelle est réellement la répercussion de ces sanctions-là, de cette sanction lorsque l'UA prend cette décision? Généralement, on voit que cette décision, les personnes qui subissent le plus, c'est les populations. Et donc, est-ce qu'il faut toujours continuer dans cette situation où réellement ceux qui doivent normalement bénéficier des sanctions, puisqu'aujourd'hui, lorsque il y a une situation anticonstitutionnelle dans un pays, on suppose que c'est les populations qui subissent parce que les populations n'ont pas choisi le dirigeant. Et donc, il faut prendre des décisions en faveur des populations. Mais si derrière, les décisions qui sont prises deviennent contre ces mêmes populations, est-ce qu'il faut toujours continuer à prendre ces décisions ou bien est-ce qu'il faut revoir? Donc j'aimerais vraiment qu'on réfléchisse là-dessus. Parce que ces sanctions aujourd'hui font qu'il y a des avantages en réalité que les pays là ne peuvent plus profiter de l'Union africaine. Et donc c'est très important que les gens réfléchissent. Et d'ailleurs, l'objectif de ces sanctions, c'est pour obliger les États là, ou bien pour interdire ou pour empêcher les prises de pouvoir de façon anticonstitutionnelle. Mais ça n'a malheureusement pas empêché les gens de continuer et ça devient vraiment la mode ces derniers temps en Afrique. Et donc, il faut vraiment que l'Union africaine puisse réfléchir là-dessus. Mais sur la question, la réaction des autorités ou bien du colonel putschiste actuellement, il dit qu'il n'a pas pris le pouvoir. Voilà, qu'il n'a pas pris le pouvoir. On le lui a donné. Non, mais il y a les façons dont on arrive au pouvoir. Moi, je suis contre toutes les situations de prise de pouvoir anticonstitutionnelle. Dieu même est contre ça, je suis certain. Et donc, il faut que les gens aujourd'hui... Dieu est constitutionnaliste. Non, je suis certain que Dieu même est contre Dieu des constitutions maintenant. Parce que Dieu, c'est quelqu'un qui aime l'ordre, qui aime le respect des normes. Et donc, souvent, l'ordre vient du chaos. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, les gens doivent, ou bien les Africains, on doit quitter cette étape où les gens doivent être patients. Lorsque le peuple élit quelqu'un de façon légale, de façon constitutionnelle, lorsque la personne, malheureusement, fait des dérives et que le peuple n'est plus cette personne, elle peut faire des manifestations pour condamner certaines situations ou faire des réclamations, mais que les militaires laissent vraiment ces personnes diriger jusqu'à la fin de leur mandat et le peuple aura la liberté de les sanctionner lors des prochaines élections. Dans une telle situation, c'est justement ce que fait le colonel Michael Randrianirina. Il dit... Ils n'ont pas pris le pouvoir, on le leur a donné. Et quand on voit la chronologie des faits, ils ont appuyé ces manifestations sans toutefois
a annoncé avoir fait un coup d'État. Le président Rajoelina avait dit qu'on en voulait à sa vie. Il est parti quand même. Mais quand vous voyez les faits tels qu'ils se sont déroulés, c'est l'Assemblée qui a voté une motion de destitution. C'est la Haute Cour constitutionnelle qui a constaté l'incapacité du gouvernement à assumer le rôle de président et a appelé l'armée à prendre ses responsabilités. Et puisque cette faction de l'armée, ou du moins le CAPSAT, était dirigée par le colonel Michael, et donc lui, il a pris le pouvoir sur cette demande de la Haute Cour constitutionnelle. Oui, c'est toujours illégal. Déjà, il y a une situation qui est intéressante dans le cas malgache, c'est que bien avant qu'il ne prenne la motion de censure, de destitution contre le président a dissous l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale. Donc, déjà, la légalité de cette Assemblée nationale est compromise. Parce qu'en réalité, jusqu'à cet instant-là, le président était toujours président de la République et donc il a dissous l'Assemblée nationale. Donc elle ne pouvait même plus siéger jusqu'à le destituer. Mais c'est au moment où il se rassemblait qu'on a dissous l'Assemblée. Est-il dit que cette dissolution est arrivée avant, en tout cas, la décision des choses? Donc vous voyez toujours que du moment où l'Assemblée nationale a... Donc moi je pense que c'est une conspiration qui a été faite contre lui et c'est normal qu'il puisse quitter le pays pour protéger sa vie. Et le rôle de l'armée doit être républicaine. Étant donné que c'était un président légalement, des malgaches légalement élus, ils avaient le devoir de le protéger jusqu'au moment où lui-même annonce sa démission. Et si ceux qui l'ont élu ne veulent plus de lui? Ça va se sentir lors des prochaines élections. Il faut attendre jusqu'aux élections. Obligé. Merci beaucoup à vous. Daïmou Bodi, on y reviendra tout à l'heure. Samson, l'Union africaine suspend Madagascar de ses instances, de ses organes. Le pays a opéré un changement anticonstitutionnel de pouvoir. L'Union africaine appelle également à un retour à l'ordre constitutionnel le plus tôt possible. Je vois que mon co-débatteur est vraiment un légaliste. Pour lui, la loi ou rien. Bon, pour l'Union africaine, c'est un communiqué standard qu'on lit à chaque fois qu'il y a un coup d'État. Je pense que ça date de l'OUA, je pense, parce que le Togo avait déjà été suspendu aussi en 63. C'est pour ça que le Togo n'était pas présent justement lorsqu'on créait l'OUA à l'époque, parce que le pays avait fait un coup d'État. Et après, on a été suspendu aussi en 2005, récemment, avant d'être rétabli. Donc, je pense que ça, c'est un communiqué qu'un monsieur vient lire à chaque fois qu'il y a un coup d'État. Bon, on communique déjà après qu'on change le nom du pays et puis on condamne et puis bon, c'est ça. C'est assez standard. Mais dans ce cas, les Malgaches, en tout cas, les militaires ne parlent pas de coup d'État. Exactement, les militaires ne parlent pas de coup d'État parce que c'est une situation assez particulière. L'armée, au lieu de réprimer, a préféré appuyer les manifestants, ce qui en soi est plutôt louable. Ensuite, il y a la Haute Cour constitutionnelle qui a constaté que le pouvoir était vacant et qui a donné ça, en guillemets, à l'armée. Mais vous voyez, on est en face d'une situation de ce qu'on appelle la tyrannie de l'info. C'est-à-dire, pour beaucoup de personnes, Madagascar, c'est loin. Et c'est cette semaine-là que les gens voient à la télé ce qui se passe à Madagascar. Et on a l'impression que ça, c'est un truc qui a commencé il y a de cela 2 semaines et qui a abouti finalement au départ du président. Non. Déjà en 2023, même bien avant, il y avait une situation assez grave dans le pays. Parce que c'est un pays dans lequel il y a des gens qu'on appelle les Darols, je ne sais pas si je prononce bien, qui sont une groupe ethnique qui pratique le vol des bétails de façon rituelle. Et dans les milieux ruraux, on a une situation de guerre civile presque larvée entre eux et les éleveurs qui n'en peuvent plus. Le président actuel a été incapable de résoudre la crise là. Ensuite, depuis 2023... Vous parlez de Rajoelina. Exactement. Ensuite, depuis 2023, on a une crise institutionnelle. Et le président se pensait tellement fort que lorsque l'opposition exigeait un dialogue, il disait que tout va bien, tout va mieux, le pays se porte bien. Et ça a d'ailleurs conduit le colonel Michael en prison. Exactement. Et au cours des dernières élections, des gens ont été arrêtés parce qu'ils ont appelé l'armée à prendre le pouvoir. Des gens ont été assassinés, des gens ont disparu. On ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Bref, on a des situations qui se passent dans beaucoup de pays africains malheureusement actuellement, où on a un exécutif qui pense que le pays va bien, que tout va bien, que tout est bon. Et on a en face un groupe de la société civile ou de l'opposition qui veulent un dialogue, qui veulent parler. Mais on leur dit que tout va bien, donc il n'y a rien à dire. Et ajouté à cela, on a le cocktail explosif qui consistait à une privatisation excessive des biens du pays. Madagascar était devenu un pays où l'eau potable a été privatisée à un groupe géré par un affaire juif et qui a commencé par couper l'eau à des gens de façon très anarchique. Donc c'est tout ce cocktail-là, c'est toute cette chronologie-là qui a abouti à ce que des jeunes de la génération Z, c'est des gens qui sont nés après 2000 en fait, sont sortis spontanément dans la rue pour exiger la fin de cette situation
qui n'était plus tenable. Donc il ne faut pas voir juste une question d'eau. Exactement. Ce n'est pas la tyrannie de l'info. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est l'aboutement d'un long processus. Et l'ancien président s'est cru tellement fort que lorsqu'il fallait dialoguer, lorsqu'il fallait trouver des accords, il ne l'a pas fait. Il s'est dit, tout va bien, je maintiens le cap, rien ne se passera. Devant moi, il n'y a que le maïs, comme le disent les Ivoiriens. Et malheureusement, aujourd'hui, il se retrouve dans une situation dans laquelle il est en exil et le pays opère un changement de cap. Ce sur le quoi j'aimerais pointer le doigt, c'est que les actuels locataires de la présidence malgache semblent être assez peu préparés. Lorsque vous voyez les déclarations qui se contredisent chaque jour, on se demande si ces messieurs pourront quand même exercer le pouvoir comme cela se doit et arriver à bonne échéance et surtout sortir le pays des multiples crises socio-économiques qui ont justifié la situation. Vous voyez l'actuel président qui dit, l'actuel homme fort du pays qui dit qu'il a dissous toutes les institutions et qui revient dire quelques temps après qu'il faut respecter tout ce que le HCC dit. Il dit ça et à la fin il dit, le HCC dit de faire des élections sur 60 jours et il dit que pour cela ce n'est pas possible. Après d'avoir dit qu'il faut répéter toutes les décisions, bien sûr, il dit que ce n'est pas possible parce que pour les élections, il faut un fichier électoral à jour, il faut un fichier électoral consensuel. Une commission électorale, exactement, que sur 60 jours, approuvé par tous. Exactement, que sur 60 jours, ce n'est pas possible. Donc, on sent un certain amateurisme. Il se donne 18 à 24 mois. 18 mois à 24 mois. Et on sent un certain amateurisme. On se demande finalement si ces gens savent ce qu'ils sont venus faire là-bas. Parce que c'est un pays vraiment sur les braises, un pays en danger dont ils héritent. S'ils n'arrivent pas à rétablir l'ordre et à répondre rapidement aux exigences socio-économiques et en même temps enclencher un projet de transition rapide, je pense que cela risque de plonger le pays dans une crise sécuritaire, économique et sociopolitique très grave. Donc, qu'ils ne prennent pas exemple sur nos amis du Sahel qu'on a produit tout à l'heure ici et qu'on avait produit pendant longtemps ici et qu'ils créent vraiment les conditions d'une transition assez rapide. Parce que c'est une société vraiment fragile qu'ils sont en train de gérer et l'amateurisme, le tâtonnement ne serait pas bénéficiable. Alors, il faut parler aussi de la position de la Haute Cour constitutionnelle. Comment expliquez-vous que dans une telle situation, la Haute Cour constitutionnelle, qui est censée dire le droit, amener les différentes institutions de la République à respecter les textes fondamentaux du pays, se retrouve dans une telle situation? D'abord, il y a une assemblée, il y a eu des manifestations, et tout ce qu'on a connu. Il y a un président qui est en dehors du pays, parce que jusque-là, il n'y avait pas encore le coup d'État. Il y a un service de l'armée qui se rallie aux manifestants. Et la Haute Cour constitutionnelle ne dit rien, on ne sait pas si c'est légal ou pas. Il y a une assemblée nationale qui se réunit pour voter des motions de destitution ou d'empêchement du président, selon le terme légal employé. En ce moment, le président était déjà hors du pays, mais on n'avait pas encore annoncé de coup d'État, ce qui suppose qu'il avait encore la plénitude de ses pouvoirs. Le président prend la décision de dissoudre cette Assemblée nationale. Cette Assemblée nationale trouve le moyen quand même de se rassembler pour voter la destitution du président, et un militaire vient annoncer avoir pris le pouvoir avant même que la Haute Cour constitutionnelle ne se prononce. Le militaire dissout le Sénat, d'autres institutions, y compris la Haute Cour constitutionnelle. La Haute Cour constitutionnelle dit qu'il constate l'absence de pouvoir et demande aux militaires de prendre le pouvoir. Le militaire dit oui, puisqu'ils sont les garants de la Constitution, nous les rétablissons dans leur rôle, et ce qu'ils disent, nous le faisons. Est-ce que ça, la chronologie de ces faits et au regard de la loi, que peut-on dire de cette Haute Cour constitutionnelle malgache? Moi je pense personnellement que le droit n'est valable que lorsqu'il est juste. Et la HCC a fait ce qui était en guillemets juste dans ces situations. Parce que vouloir maintenir l'ordre constitutionnel, selon les tests, aurait conduit à réprimer les manifestations pendant encore plusieurs années. La prochaine élection à Madagascar, c'est en 2028, je pense. Il aurait fallu maintenir il a été élu en 2023. Exactement. Au pouvoir, au cours d'une élection vraiment contestée où il y avait beaucoup d'arrestations, les gens ont disparu, tout ça. Mais les répressions ne sont pas constitutionnelles. Quand vous dites qu'il faut continuer pas à réprimer les manifestants, c'est comme si vous légalisez la répression. Si je suis l'argument des légalistes, quand un président est élu et qu'une partie de la population se soulève contre ce président, il faut rétablir l'ordre. Il faut rétablir l'ordre, pas les réprimer. Quand il rétablit l'ordre, c'est lancer des gaz lacrymogènes, c'est
enfermer des gens. Et s'il le c'est faut... légal, hein? Si je suis le légaliste. Mais pour moi, le droit n'a pas de Mais c'est différent d'une répression. Oui, bien sûr. Oui, voilà, justement. oui, c'est-à-dire il faut rétablir l'ordre. Et quand on rétablit l'ordre, souvent, on a toujours une répression. On réprime, au fait, les manifestations. Il n'y a pas de façon de rétablir l'ordre, au fait. Ce n'est qu'une question de terminologie. Donc, la Haute Cour constitutionnelle avait le choix. Soit aller dans le sens du maintien de l'ancien président au pouvoir, soit écouter la voix d'une jeunesse qui en a marre de ne pas avoir d'eau, de ne pas avoir d'électricité, et de vivre sous un impôt de Damoclès permanent où un président peut enfermer tout et n'importe qui pour X ou telle raison. Et donc, ils ont fait un bon choix, selon moi. Maintenant, concernant l'armée, la question de l'intervention de l'armée dans la politique ne fait pas l'objet d'un consensus, même au sein des corps militaires. Il y a des gens qui considèrent que la doctrine de la sécurité de l'État, donc lorsqu'un pays est menacé, l'armée a le devoir, pas le choix, le devoir d'intervenir pour prendre le pouvoir. Et donc ils considèrent que l'armée ne doit jamais, même au grand jamais, même si quoi qu'il se passe, l'armée ne doit pas prendre le pouvoir. Et dans ce cas, l'armée devait laisser peut-être le président de l'Assemblée nationale ou qui de droit prendre le pouvoir et rester dans les casernes et maintenir juste l'ordre. Mais ça, c'est un débat qui, même parmi les militaires, ne fait pas d'unanimité. Le premier coup d'État a eu lieu en 4000 ans avant Jésus-Christ. Nous en sommes aujourd'hui à 2000 ans après Jésus-Christ, 6000 ans après. On en est toujours là. Et ça a toujours été fait par un général à l'époque à Babylone. Donc c'est un débat à la fois intellectuel, politique et philosophique qui ne peut pas être résolu sur ce plateau-là. Mais revenons quand même à Madagascar. Je pense selon moi que la Haute Cour a dû trancher entre ce qui est légal et ce qui est juste. Merci beaucoup. À vous, Samson, et pour vous, il a fait ce qui est juste. Exactement. La Haute Cour constitutionnelle a fait ce qui est juste. Exactement. Pensez-vous qu'elle a fait ce qui est juste quand on sait que dans ce méli-mélo, l'Assemblée nationale, comme vous le disiez tout à l'heure, avait été d'abord dissoute par le président avant qu'elle, à son tour, ne vote la destitution du président, mais la Haute Cour constitutionnelle est revenue plutôt sur la version de l'Assemblée nationale en constatant la vacance de pouvoir à Madagascar et en estimant, ou bien en constatant également que le gouvernement n'a pas les prérogatives de jouer le rôle de président de la République. Et donc, au lieu d'appeler le président de l'Assemblée à prendre le pouvoir ou le président du Sénat, la Haute Cour constitutionnelle préfère donner le pouvoir aux militaires. Oui, et c'est quand même dommage. Je pense que la Haute Cour est en train de jouer au pyromane dans cette situation. En réalité, Pompier ou pyromane? Pyromane, bien sûr. C'est elle qui va peut-être aggraver la situation des Malgaches. Aujourd'hui, il y a une situation, il y a des manifestations qui sortent contre un président, ce qui est tout à fait normal. Le rôle de la Cour constitutionnelle, c'est du respect de la constitutionnalité des lois et bien sûr du respect des droits fondamentaux des citoyens. Et donc, lorsque les droits fondamentaux des citoyens sont violés, elle peut rappeler le président de la République et acquis de droit de respecter les droits fondamentaux et la Constitution dans le pays. Mais si cette même Cour se permet aujourd'hui d'être le premier violeur de la Constitution, parce que Est-ce que la Cour viole la Constitution dans ce cas? Oui, mais dans ce cas, en remettant le pouvoir à l'armée, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Parce que la Constitution n'a pas prévu de remettre le pouvoir à l'armée en cas de vacance de pouvoir. Et d'ailleurs, la vacance de pouvoir est constatée selon un certain nombre de procédés. C'est-à-dire que le président n'a pas démissionné, le président n'est pas mort, le président n'a pas disparu du pays pendant un certain nombre d'années. Il s'est juste mis en sécurité. Et d'ailleurs, il arrive des cas où même des présidents, en collaboration avec leurs gardes, se met en sécurité sans pour autant communiquer. Il aurait pu ne pas communiquer que je suis hors du pays, que personne ne saurait. Il aurait pu rester là où il est dans sa cachette, continuer à donner des instructions, continuer à gérer le pays sans pour autant dire que je me suis caché ou bien je suis hors du pays. Et donc, le président a la possibilité de voyager, d'aller en mission, mais de demeurer toujours président. Donc, ce n'est pas 24 heures après l'absence du président sur le territoire qu'automatiquement la Cour constitutionnelle peut décréter la vacance du pouvoir et surtout aller même donner le pouvoir à l'armée, ce qui est très grave, alors que les dispositions constitutionnelles sont claires. Lorsque le président démissionne, lorsque le président décède ou lorsque le président est dans l'incapacité de gérer le pays, il y a une situation. Maintenant, quant à l'armée, dans quelles conditions
l'armée peut intervenir au niveau du sphère de l'État. C'est lorsque le pays est menacé par des terroristes. C'est lorsque le pays est menacé par des personnes mal intentionnées. Lorsque le pays est vraiment face à des menaces réelles, des menaces armées. Mais elle n'intervient pas pour prendre le pouvoir, mais elle intervient pour protéger le pays et permettre à la personne légalement, constitutionnellement reconnue pour diriger le pays. Donc si aujourd'hui une personne vient avec une force armée pour faire un coup d'État, c'est à l'armée de protéger le pouvoir en mettant la personne hors d'état de nuire. Donc aujourd'hui, si cette armée malheureusement se met... je comprends même qu'elle ne sait pas pour l'instant ce qu'elle est en train de faire. Et je suis sûr que les épisodes continuent et on verra bien. Alors, on va rapidement jeter un coup d'œil ou bien analyser quelques propos du colonel Michael Randrianirina. Il estime, du moins s'il a l'intention de composer avec cette Gen Z qui est à la base de ces manifestations. D'un autre côté, le sentiment est mitigé auprès de la jeunesse il y a une partie qui se sent finalement victime de cette manifestation. Il y en a qui pensent qu'ils ont été mis de côté ou bien qu'on leur a ravi la vedette en permettant aux militaires plutôt de prendre le pouvoir alors que c'est eux qui ont commencé la lutte, c'est eux qui ont poussé pratiquement le président à bout avant que le CAPSAT n'intervienne. Il dit, comme vous le disiez tout à l'heure, qu'il va organiser les élections dans un premier prise de parole, c'est entre 18 et 24 mois, c'est ce qu'il a proposé. Or, la Haute Cour constitutionnelle dit qu'il faut le faire dans 60 jours. Ils ont donné chacun de son côté son argument. Le CAPSAT, ou du moins les militaires, disent qu'il faut réorganiser le pays, donc ça va prendre du temps pour se faire, mais au même moment qu'il faut écouter la Haute Cour constitutionnelle qui, sur certains sujets, a des avis carrément contraires. Vers quoi s'achemine-t-on finalement à Madagascar, Samson? J'aimerais d'abord apporter une précision au propos. Même le terme de l'armée républicaine, son interprétation, sa définition varie selon les écoles. Il y a des gens qui pensent que le fait que l'armée soit républicaine veut dire que l'armée doit toujours protéger la population, quoi qu'il en soit, et pas les dirigeants. Donc, lorsqu'une population commence à manifester, l'armée doit devenir l'allié de la population contre le dirigeant. Et d'autres qui pensent que les dirigeants étant l'émanation d'une volonté populaire, l'armée doit peut-être proposer et protéger les dirigeants contre une partie de la population si jamais les manifestations éclatent. Pour revenir à ta question, docteur, je pense que ces militaires sont en train de faire pour le moment l'apprentissage de l'exercice du pouvoir. C'est ce que je pense. Lorsqu'on voit l'ambivalence ou l'ambiguïté... Ça commence avec une communication critiquée déjà. Oui. Lorsqu'on voit l'ambivalence ou l'ambiguïté des propos qui sont tenus, je pense qu'il ne sait pas vraiment dans quoi il s'est encore mis pour le moment, mais qu'il pourra, on l'espère du moins pour le peuple malgache, apprendre très vite et de ces errements et pouvoir vite avoir une communication et une plan d'action assez viable. Il ne peut que composer avec la Gen Z parce que s'il veut se mettre dans la posture d'un dirigeant tout puissant ou trop fort, il se fera renverser par la même rue qu'il a porté au pouvoir. Ce coup d'État est assez différent de ce qu'on a vu au Gabon ou dans les pays du Sahel. Au Sahel, par exemple, c'était plus des histoires entre militaires et politiques sur la gestion de la crise sécuritaire. Donc, c'était pas la population qui est fortement sortie et manifesté. Même chose au Gabon. Mais là, c'est un mouvement populaire. Maintenant, ne nous leurrons pas. Je vais revenir à une question que vous venez de poser. Lorsqu'une population sort dans la rue et commence pas à manifester, le dernier mot revient toujours aux militaires. On l'a vu au Népal. Si les militaires décident de protéger le régime en place, vous aurez beau manifester, vous aurez beau marcher, ou même marcher comme Abraham à l'époque, ça ne changera rien du tout. C'est la décision que les militaires prennent qui définit le sens dans lequel ira les manifestations ou pas. Et les militaires ont toujours le pouvoir dans ces cas. Ce qu'on doit espérer ici, c'est qu'ils en fassent un bon usage et qu'ils tiennent leurs promesses. Parce que plonger encore ce pays dans une crise plus grave qu'elle ne l'est actuellement serait très mauvais, non seulement pour ce pays, même pour les pays limitrophes qui sont le Mozambique et d'autres pays à côté qui ne sont même pas forcément assez stables eux-mêmes.
Alors, Daïmou Boli, dernière intervention sur ce sujet Madagascar. Quel regard porté sur la communication et la position des militaires qui veulent respecter ce que décide la Haute Cour constitutionnelle, qu'eux-mêmes ils ont d'abord dissous, mais vu que la Haute Cour constitutionnelle a prononcé une décision qui va à leur avantage, ils l'ont rétabli et disent qu'ils veulent respecter toutes les décisions de cette Cour, et pourtant certaines décisions déjà ne font pas l'unanimité avec eux, parce qu'ils pensent qu'il faut faire entre 18 et 24 mois, quand la Haute Cour constitutionnelle demande toujours pour organiser les élections, et comment gérer la transition. Apparemment, sur ces détails, on n'est pas toujours d'accord. Oui, ils ne seront pas d'accord parce qu'ils n'ont pas les mêmes objectifs. Aujourd'hui, eux, ils ont été parachutés au pouvoir, ils ne se sont pas préparés. Dans des conditions où c'est des militaires qui se préparent à un putsch, vous allez voir que c'est des groupes déjà organisés, des groupes, ils savent, lorsqu'on prendra le pouvoir, tel fera ceci, voici ce qu'on va faire. Ils se préparent à tout cela avant d'aller faire un putsch. Mais ici, voilà, ils sont arrivés un beau matin, ils ont déjà le pouvoir, et donc vraiment pour l'instant, ils ne se sont pas encore réveillés, ils ne savent pas encore ce qu'il faut faire, mais je crois que très rapidement, ils vont se réveiller parce qu'ils auront des conseillers, ils auront des gens qui vont leur pousser à faire des choses, et je ne le souhaite pas, mais ils vont prendre goût du pouvoir, même les 18 mois qu'ils demandent. C'est probable qu'ils dépassent ces 18 mois quand ils prendront du goût du pouvoir. Et ils risquent vraiment que les manifestations reprennent très prochainement. Parce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas tout de suite les moyens pour pouvoir garantir aux populations tout ce qu'ils réclamaient. Tout ce qui a fait partie l'ancien président, c'est pas évident que ceux-ci puissent, dans un bref délai, garantir cela à ces populations. Or, dans les 18 mois, il y a même risque que la situation puisse empirer. Parce qu'aujourd'hui, ce qui a commencé avec les manifestations, c'est les coupures intempestives de courant, le manque d'eau, d'électricité, la situation sociale dans le pays. Et étant en crise, les investisseurs vont manquer, les aides vont manquer, la situation économique du pays sera à genoux. Et vraiment, ça va être très compliqué pour les putschistes en trif de vraiment pouvoir redresser la pente dans ce bref délai. Et les manifestations vont reprendre. On risque de faire de voir des épisodes de manifestations de crise qui vont s'en suivre. Mais vivement que la paix revienne rapidement pour nos amis malgaches. Merci beaucoup à vous tous. Je rappelle que le colonel Michael Randrianirina ne se considère pas comme un putschiste, comme il a dit. On lui a donné le pouvoir. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.